Imaginez comment les années 1950 apparaissaient vues depuis 1974. Pas les vraies années 50, pas cette décennie réelle marquée par l'angoisse de la guerre froide, le macartisme et les premiers soubresauts douloureux d'une société américaine en train de se fissurer. Mais l'idée des années 50. Le souvenir. La version avec ses dîners chromés, ses blousons d'équipe et son jukebox diffusant quelque chose d'enjoué dans un coin. Là où le problème le plus urgent d'un mardi ordinaire était de savoir si vous auriez quelqu'un avec qui aller au bal du lycée. C'est le monde que Gary Marshall a construit. Et pendant 10 ans, des dizaines de millions de personnes revenaient le visiter chaque semaine. Happy Days a été diffusé pour la première fois sur ABC, le 15 janvier 1974. À l'instant précis où l'Amérique en avait le plus besoin. Le scandale du Watergate venait d'emporter la présidence. La guerre du Vietnam touchait à sa fin de la pire façon possible. L'inflation grimpait. Le moral du pays était blessé et épuisé. Et dans ce moment de fracture est arrivée la famille Cunningham, de Milwaukee, Wisconsin, avec sa quincaillerie, sa table de cuisine et ce sens impossible du réconfort, la certitude que tout allait finir par s'arranger. 11 saisons, 255 épisodes. L'une des sitcoms les plus populaires de toute l'histoire de la télévision américaine. Mais voilà ce qu'on ne dit jamais assez clairement. Derrière la nostalgie joyeuse, derrière les rires en boîte, la veste en cuir iconique et toutes ces douces soirées de mardi, il y avait des gens réels. Des gens qui ont grandi devant les caméras de l'Amérique. Des gens qui ont découvert que la célébrité, en offrant d'une main, peut reprendre quelque chose d'essentiel de l'autre. Des gens qui ont lutté, se sont réinventés, ont tenu, et quelques-uns qui n'y sont pas arrivés. Saviez-vous que le personnage le plus emblématique de la série a failli s'appeler MASH? Que la chaîne a failli interdire la veste en cuir qui allait devenir la pièce vestimentaire la plus reconnaissable de l'histoire de la télévision? Qu'une jeune actrice qui a passé 10 ans à faire sourire l'Amérique allait vivre les années suivant l'arrêt des caméras dans un silence si profond qu'il finirait par devenir permanent? Ce sont les vraies histoires, pas la nostalgie, pas la mythologie. Ici, en 2026, plus de 50 ans après la première diffusion de la série et plus de 40 ans après sa fin, nous regardons en arrière vers les gens qui ont fait de Happy Days ce qu'il était, et vers les vies qui les attendaient de l'autre côté des caméras. Voyons qui ils étaient, ce qu'ils sont devenus, et ce que ça leur a coûté. Numéro 1. Al Molinaro, dans le rôle d'Al Del Vecchio. Commençons ici, par l'homme qui tenait le comptoir. Al Molinaro est né le 24 février 1919 à Kenosha, Wisconsin, le même état où se déroulait Happy Days, comme par hasard. Il avait 55 ans lorsqu'il est apparu pour la première fois dans la série en 1974, dans le rôle d'Alfred Al Del Vecchio, le doux et perpétuellement déconcerté propriétaire de l'Arnold's Drive-In, le snack-bar au cœur de l'univers Cunningham. Et ce qu'Al Molinaro apportait à ce rôle est quelque chose qu'on ne peut ni enseigner ni feindre. Il était authentiquement, constitutionnellement, incurablement chaleureux. Avant Happy Days, Molinaro avait passé des années à faire exactement ce que font les acteurs de second plan. Des apparitions ponctuelles, de petits rôles, un personnage récurrent par-ci par-là. Il jouait Murray, le policier dans Drôle de couple, aux côtés de Tony Randall et Jack Klugman, de 1970 à 1975, en chevauchant les premières saisons de Happy Days. Il était le visage d'un certain déconcertement bienveillant, d'un type d'homme américain honnête et légèrement perdu. Le genre d'homme qui cherchait toujours à aider et n'était jamais tout à fait sûr d'y arriver. Chez Arnold, ça marchait. Al Del Vecchio est devenu l'un des personnages secondaires les plus aimés de la série, une figure adulte de référence pour les jeunes personnages, un homme d'une patience infinie derrière son comptoir. Molinaro est apparu dans 146 épisodes tout au long de la série. Après la fin de Happy Days en 1984, Molinaro n'a pas disparu. En 1987, lui et son partenaire de tournage, Anson Williams, ont ouvert une chaîne de restaurants à thème appelée Big Al's, une franchise construite sur la bonne réputation de la série et leur histoire partagée. L'aventure n'a finalement pas duré, mais l'élan qui l'avait motivé disait quelque chose de vrai sur qui était Molinaro. Un homme qui voulait prolonger la chaleur de ce comptoir fictif en quelque chose où l'on pourrait vraiment s'asseoir.
Al Molinaro est décédé le 30 octobre 2015 à Duarte, Californie. Il avait 96 ans. L'homme qui a joué le propriétaire du snack-bar le plus accueillant de la télévision a vécu assez longtemps pour devenir l'un des héritages les plus durables de la série. Non pas grâce à quelques révélations dramatiques ou personnelles, mais simplement parce que certaines personnes portent la chaleur avec une telle naturelle qu'elle survit à tout. Al Molinaro était ce genre d'homme, et Al Del Vecchio était, à tous égards, son meilleur rôle. Numéro 2, Pat Morita dans le rôle de Matsuo, Arnold Takahashi. C'est l'histoire d'un homme qui a survécu à un camp d'internement, passé des années comme humoriste de scène et est devenu célèbre pour quelque chose qu'il n'avait jamais prévu de faire. 2 fois. Noriyuki Pat Morita est né le 28 juin 1932 à Isleton, en Californie. Ses parents étaient des immigrants japonais. Et quand il avait 2 ans, Pat Morita a reçu un diagnostic de tuberculose osseuse de la colonne vertébrale. Il a passé 9 ans, dans un hôpital, apprenant à marcher à nouveau grâce à une endurance pure. Quand il est sorti, il est rentré chez sa famille. Entre-temps, celle-ci avait été transférée dans un camp d'internement. Voilà le début de l'histoire de Pat Morita. Et l'on peut entendre tout le long fil de cette vie, son poids, la résilience encodée dans chaque souffle, quand on comprend ce qu'il a fait des années qui ont suivi. Il s'est lancé dans le stand-up au début des années 1960, parcourant le circuit avec un numéro bâti sur l'esprit, le rythme et une volonté sans détour d'aborder sa propre expérience sans la lisser. Il a joué dans des clubs, il a fait son chemin, il a auditionné et encore auditionné. Il est apparu dans de petits rôles télévisés à la fin des années 1960 et au début des années 1970, notamment une apparition dans MASH en 1972, crédité sous le nom Arnold. Quand Happy Days a démarré en 1974, Morita a été choisi pour le rôle d'Arnold Takahashi, le propriétaire originel de l'Arnold's Drive-In. Il est apparu dans les 3 premières saisons en tant que présence récurrente. Pince sans rire, affectueux, parfois exaspéré par les jeunes qui traitaient son établissement comme leur club privé. Il a quitté la série après la saison 3 en 1975, quand ABC lui a proposé sa propre sitcom, Mr. T and Tina, malheureusement de courte durée. Al Del Vecchio d'Al Molinaro lui a succédé derrière le comptoir. Ce qui est arrivé à Pat Morita après Happy Days est l'une des plus remarquables histoires d'épanouissement tardif de la télévision. En 1984, à 52 ans, il a été choisi pour incarner Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Il avait été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Il n'a pas gagné. Mais le film lui a offert un rôle si iconique qu'il a entièrement réécrit son identité publique. Et il a interprété Miyagi dans 3 suites au cours de la décennie suivante. Pat Morita est décédé le 24 novembre 2005 à Las Vegas, Nevada. Il avait 73 ans. La cause du décès était une insuffisance rénale. Il avait commencé avec 9 ans dans un hôpital. Il était passé par un camp d'internement en temps de guerre. Il avait passé des années à jouer devant des publics qui ne savaient pas quoi faire de lui. Et à la fin, il a laissé 2 personnages qui ne disparaîtront jamais tout à fait, le type derrière le comptoir de l'Arnold's et l'homme tranquille à la patience profonde qui n'était jamais tout à fait ce qu'il semblait être. Tous les 2, à leur façon, c'était lui. Numéro 3, Don Most dans le rôle de Ralph Malph. Voici un homme qui a failli ne pas accepter le travail. Don Most est né le 8 août 1953 à Brooklyn, New York. Il avait 20 ans quand il a passé sa première audition pour Happy Days. Et voici ce que presque personne ne sait. Il se présentait au départ pour le rôle de Potsy. C'est Anson Williams qui a décroché cette partie. Mais les producteurs ont été tellement frappés par la lecture de Most qu'ils sont retournés voir le créateur Gary Marshall pour lui dire « Il faut qu'on trouve une place pour ce type ». Marshall a accepté. Ralph Malph a été construit autour de Don Most. Et puis Most a refusé le rôle. Il avait un projet de film en cours. Quelque chose qui, pensait-il, pourrait orienter sa carrière dans une direction plus dramatique. Son agent, qui jouait par hasard au basket tous les samedis chez Gary Marshall, a fini par négocier un nouvel accord. Plus d'épisodes, un meilleur cachet, un rôle central plutôt que périphérique. Most a cédé. Et c'est ainsi que Ralph Malph a débarqué dans Happy Days en tant que meilleur ami pince sans rire et grande gueule de Richie Cunningham.
un personnage défini par une seule réplique récurrente « J'ai toujours la classe ». Il est apparu dans 168 épisodes tout au long de la série. Lui et Anson Williams, l'homme qui lui avait soufflé le rôle de Potsy, sont devenus meilleurs amis sur le tournage. 50 ans plus tard, Most était le témoin de Williams à son mariage en 2023. Après Happy Days, Don Most a construit une carrière qui a démontré discrètement quelque chose que l'industrie tente souvent de nier. Qu'un acteur qui travaille peut trouver une vraie satisfaction au-delà de son heure de gloire. Il s'est tourné vers des projets dramatiques, longs métrages, téléfilms, productions théâtrales. En janvier 2024, son film Far Haven a été diffusé sur Amazon Prime et Apple TV. Début 2025, Arson's Island Revenge, basé sur une histoire vraie se déroulant pendant la Prohibition américaine, est sorti. Il a également remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle au Festival international du film chrétien pour son rôle dans Lost Heart. En décembre 2025, il s'est retrouvé publiquement avec Henry Winkler et Anson Williams à la Fan Expo de San Francisco, la photo attirant une énorme attention de la part de fans qui n'avaient jamais tout à fait cessé de les suivre. Don Most a sorti un nouvel album, New York High, parallèlement à son travail au cinéma. Il joue, il chante, il se présente et fait le travail. En 2026, Don Most a 72 ans. Il travaille toujours. Il est encore, selon la plupart des témoignages, un homme d'une vraie chaleur humaine et d'un sens salutaire de l'absurde, ce qui revient à dire qu'il est encore, dans un sens essentiel, le personnage qu'il a joué. La blague a toujours été que Ralph Malph avait toujours la classe. Au vu de sa situation actuelle, il s'avère que ce n'était pas une blague du tout. Numéro 4, Anson Williams, dans le rôle de Warren Potsy Weber, le cousin au second degré de la manœuvre de Heimlich. Oui, c'est une phrase réelle et absolument vraie. Anson Williams est né Anson William Heimlich le 25 septembre 1949 à Los Angeles, Californie. Il avait 24 ans quand il a auditionné pour Happy Days en 1974, arrivant en retard parce que sa voiture était tombée en panne sous la pluie, ayant l'air, comme il l'a décrit plus tard, d'un rat noyé. Gary Marshall lui a parlé principalement de baseball, et l'a quand même pris. Potsy Weber était, à bien des égards, l'encre émotionnelle des premières saisons de la série, le meilleur ami de Richie avant l'arrivée de Ralph Malph, le personnage qui a reçu certaines des intrigues les plus touchantes de la série, notamment le moment mémorable où il a utilisé une chanson pour traverser le deuil d'une rupture. Williams a été nommé au Golden Globe dans la catégorie « Meilleur acteur » dans un second rôle pour une série ou un téléfilm pour ce rôle. Williams est aussi la raison pour laquelle la manœuvre de Heimlich est aussi connue qu'elle l'est. En 1980, son cousin au second degré Henry Heimlich, oui, l'inventeur de la manœuvre, peinait à convaincre le monde médical de prendre au sérieux sa technique contre les étouffements. Williams l'a amené sur le plateau de l'émission de Merv Griffin. Cette apparition a directement conduit Heimlich à se retrouver sur le plateau du Tonight Show de Johnny Carson, où Carson lui-même a démontré la technique devant tout le pays. La manœuvre de Heimlich est devenue une expression du quotidien. Anson Williams dit qu'il est le chaînon manquant de cette histoire. Après la fin de Happy Days, Williams est passé derrière la caméra avec une concentration remarquable. Il est devenu un réalisateur de télévision très demandé, travaillant sur des séries comme Melrose Place, Beverly Hills, 90 210, Sabrina, l'apprentie sorcière, Charmed, Lizzie McGuire, Star Trek, Deep Space Nine, Star Trek, Voyager, Xena, La Guerrière, Hercule et Les Secrets de la Vie. Il a construit une deuxième carrière d'une vraie substance professionnelle. Pas un détour de célébrité derrière la caméra, mais le vrai travail. Il est aussi auteur de ses mémoires, Singing to a Bulldog, qui retrace sa transition. À partir de 2025, Williams met en scène un spectacle solo off-Broadway basé sur les mémoires Crazy Mama de son épouse Sharon Mahari, qu'il a épousée en 2023 avec Don Most comme témoin. Le spectacle doit ouvrir à New York en octobre 2026, interprété par Linda Pearl, qui, dans l'une de ces petites coïncidences résonantes de la télévision, est apparue 2 fois dans Happy Days, dans 2 rôles entièrement différents à plusieurs années d'intervalle. En 2026, Anson Williams a 76 ans. Il réalise toujours,
Crée toujours. Arrive toujours, peut-être légèrement décoiffé par le détour inattendu que la vie lui a imposé, et trouvant que le travail en est meilleur. L'homme qui a joué le chanteur naïf et bien intentionné d'un snack bar de Milwaukee des années 1950 a construit l'une des carrières les plus véritablement utiles d'Hollywood. Il est venu pour un rôle à la télévision et a fini par façonner les récits d'une génération, et peut-être sauver quelques vies au passage. Numéro 5, Tom Bosley dans le rôle de Howard Cunningham. Certains acteurs jouent des pères. Tom Bosley en est devenu un. Thomas Edward Bosley est né le 1er octobre 1927 à Chicago, Illinois, fils de parents juifs dans une ville qui savait forger les caractères par ses hivers rudes et son esprit de labeur. Il a servi dans la marine américaine. Il a étudié à l'université de Paul. Et puis, en 1959, il laisse monter sur scène à Broadway et a joué Fiorello LaGuardia dans une comédie musicale intitulée Fiorello. Et il a arrêté le spectacle chaque soir pendant 2 ans. La comédie musicale a remporté le prix Pulitzer. Tom Bosley a remporté le Tony Award du meilleur acteur de soutien dans une comédie musicale. Il avait 31 ans et il était la royauté de Broadway. Ce qui a suivi a été une carrière hollywoodienne construite sur des rôles de composition, solides, fiables, chaleureusement éclairés. Il est apparu dans des dizaines de séries télévisées tout au long des années 1960 et du début des années 1970. Quand Happy Days l'a appelé en 1973, Bosley a d'abord décliné le rôle. Il a relu le scénario pilote, en particulier une scène entre Howard Cunningham et son fils Richie, et a changé d'avis. Il a dit plus tard que cette scène l'avait convaincu qu'il y avait quelque chose d'authentiquement humain dans ce qui aurait pu n'être qu'un exercice purement nostalgique. Il avait raison. Howard Cunningham, Monsieur C, comme l'appelaient Fonzie et la bande, est devenu l'un des pères de la télévision les plus marquants du XXe siècle. Le magazine TV Guide l'a classé 9e dans sa liste des 50 plus grands pères de la télévision, aux côtés de Ward Cleaver, Andy Taylor et Cliff Huxtable dans le petit panthéon des pères fictifs auxquels l'Amérique a vraiment cru. Bosley est apparu dans les 255 épisodes de la série, chacun d'entre eux. Le seul membre du casting à y être parvenu, aux côtés de Henry Winkler. Après Happy Days, Bosley s'est à peine reposé. Il a joué le shérif Amos Tupper dans la série portée par Angela Lansbury, Arabesque, de 1984 à 1988. Il a joué dans Père Dowling de 1989 à 1991, interprétant un prêtre catholique avec une conviction convaincante, bien qu'étant, comme il le notait parfois avec un léger amusement, juif dans la vie. En 1994, il est revenu à Broadway pour créer le rôle de Maurice, le père de Belle, dans la production scénique de Disney La Belle et la Bête. Toujours au travail, toujours présent, toujours cette version de lui-même en laquelle le public avait appris à avoir confiance. Tom Bosley est décédé le 19 octobre 2010 à Rancho Mirage, Californie. Il avait 83 ans. Marion Ross, qui avait joué sa femme à l'écran pendant 11 ans, a dit de lui « Il a été mon mari pendant 11 ans et le père de la troupe à bien des égards. » Ron Howard a écrit que Bosley montrait l'exemple et nous faisait rire tout en le faisant. Il existe un type particulier d'acteur qui rend le travail si naturel que son talent devient invisible, absorbé par la croyance du public dans le personnage plutôt qu'admiré à distance. Tom Bosley était ce type d'acteur. Howard Cunningham semblait réel parce que Bosley le rendait réel, chaque semaine, pendant 11 ans. Il a gagné un Tony. Il a fait sentir à tout un pays qu'il avait un père comme ça. Donner le choix entre les héritages, c'est peut-être celui qu'il aurait voulu. Numéro 6, Marion Ross dans le rôle de Marion Cunningham. Elle a commencé à jouer en 1953. En octobre 2025, elle a fêté ses 97 ans. Faites le calcul de cet arc et laissez-le vous imprégner un instant. Marion Ross est née, Marianne. Ellen Ross, le 25 octobre 1928 à Watertown, Minnesota, une petite ville, du genre qui n'annonce pas ses ambitions à voix haute. À 13 ans, elle a changé l'orthographe de son prénom de Marion en Marion, parce que, comme elle l'a expliqué plus tard, elle pensait que ça sonnerait mieux sur une affiche. C'est, à sa façon discrète, l'un des détails les plus révélateurs de toute l'histoire de Happy Days.
une fille de 13 ans dans le Minnesota rural, en 1941, qui pensait déjà aux affiches. Elle a obtenu son diplôme du San Diego State College en 1950, a été nommée actrice la plus remarquable de sa promotion dès sa première année et s'est frayé un chemin jusqu'à un contrat avec les studios Paramount. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1953 dans La Femme éternelle, aux côtés de Ginger Rogers. Elle est apparue dans The Glenn Miller Story en 1954. Elle est apparue dans Sabrina en 1954. Elle ne s'est pas arrêtée. Sa carrière télévisuelle, qui était en cours depuis 20 ans avant le début de Happy Days, comprenait plus de 400 apparitions télévisées distinctes. 400. Elle était une actrice professionnelle, d'une diligence et d'une polyvalence extraordinaires, bien avant que la cuisine des Cunningham ne devienne son adresse la plus célèbre. Happy Days l'a choisie pour le rôle de Marion Cunningham, l'encre de chaleur et de bon sens de la série, et elle a tenu ce rôle de 1974 jusqu'au dernier épisode en 1984. Elle a reçu 2 nominations aux Emmy Awards pour ce rôle. C'est grâce à elle que la maison des Cunningham donnait l'impression d'être un endroit où l'on avait vraiment envie d'être. Après Happy Days, le travail a continué sans interruption. Sa performance dans la série de CBS Brooklyn Bridge au début des années 1990 lui a valu 2 nouvelles nominations aux Emmy Awards, cette fois dans la catégorie actrice principale. Elle prête sa voix à des personnages de Bob l'éponge depuis des années, apportant sa chaleur particulière à Grand-mère Carré. Elle est apparue dans des films, des participations et des émissions spéciales de retrouvailles au cours de plusieurs décennies. En 2012, elle a été l'une des membres du casting qui ont poursuivi CBS et Paramount pour des redevances de merchandising impayées, un procès qui a finalement été réglé à l'amiable. Chaque plaignant a reçu 65 000 $. Ce n'est pas le genre d'histoire que l'on a envie de raconter sur une institution aimée, mais Ross l'a engagée, non pas seulement pour elle-même, mais par principe. Marion Ross ne semble pas ralentir de manière significative. Ceux qui la connaissent la décrivent comme toujours engagée, toujours alerte, toujours intéressée par le travail. Elle a fêté ses 97 ans en 2025. Il existe un certain type de résistance qui n'est ni de l'obstination ni du déni. C'est simplement le refus de cesser d'être qui l'on est. Marion Ross a décidé à 13 ans qu'elle verrait son nom sur une affiche. Elle tient cette promesse depuis lors. En 2026, elle la tient toujours. Numéro 7. Scott Baio, dans le rôle de Chachi Arcola. Il est arrivé à 16 ans et est devenu un phénomène culturel avant même d'avoir l'âge de voter. Scott Vincent James Baio est né le 22 septembre 1960 à Brooklyn, New York, fils des immigrants italiens Mario et Rose Baio. Il a grandi à Bensonhurst, a fréquenté la Xaverian High School et a décidé à 9 ans qu'il serait acteur. À 15 ans, il a devancé 2000 autres jeunes acteurs pour le rôle principal du film de 1976, Bugsy Malone, réalisé par Alan Parker et co-interprété par une Jodie Foster de 14 ans. Le film est devenu un classique culte. Baio est devenu quelqu'un que l'industrie surveillait. L'année suivante, à 16 ans, il a été choisi pour incarner Chachi Arcola, le jeune cousin de Fonzie, un musicien en devenir avec une veste en cuir et une faiblesse pour Joanie Cunningham, dans Happy Days. Il est apparu de 1977 jusqu'à la fin de la série en 1984. Au début des années 1980, il recevait environ 5000 lettres de fans par semaine. Pendant son temps dans Happy Days, Baio a reçu 2 nominations aux Daytime Emmy Awards et a remporté 2 Young Artist Awards. En 1982, lui et sa partenaire de tournage Erin Moran ont eu droit à leur propre spin-off, Joanie M. Chachi, une série de courte durée qui n'a duré que 17 épisodes avant d'être annulée en 1983. Baio et Moran sont tous deux revenus dans Happy Days pour la dernière saison, leurs personnages se mariant dans l'épisode final. Après Happy Days, Baio est allé rapidement vers CBS, où il a joué Charles, un étudiant travaillant comme aide à domicile, dans Charles s'en charge de 1984 à 1990. Après une saison sur CBS, la série est passée en syndication et a continué avec succès pendant plusieurs années. En 1993, il a rejoint le casting de Diagnostic, Meurtre
en tant que Dr. Jack Stewart, aux côtés de Dick Van Dyke dans le rôle principal, avant de partir après la première saison. Il a fait une apparition dans la très acclamée série Arrested Development en 2005, jouant le nouvel avocat de la famille Bluth, Bob Loblaw. Un rôle qui lui a valu une véritable appréciation critique d'une génération qui n'avait aucun investissement particulier dans son statut d'idole adolescente. Il a joué et produit la sitcom de Nickelodeon Sea Dad Run, de 2012 à 2015. En 2007, Bayo a épousé Renée Sloan, qu'il connaissait depuis des années. Leur fille Bailey est née en 2007, 5 semaines prématurément, et a par la suite été testée positive pour un rare trouble métabolique appelé CTRD. La famille a répondu en créant la fondation Bailey Bayo Angel pour apporter une aide financière aux autres familles confrontées à des maladies métaboliques rares. Quoi que l'on pense des autres chapitres de la vie publique de Scott Baio, celui-ci est simple. Un père et une mère ont transformé un diagnostic médical en une source d'aide pour des inconnus. Le profil public de Baio ces dernières années a été largement façonné par ses prises de position politiques affirmées. Il est devenu un commentateur conservateur éminent et vocal, participant à des rassemblements politiques et à des événements, et ses opinions ont suscité une controverse publique considérable. La distance entre Chachi Arcola et le Scott Baio de 2026 est considérable, et c'est une distance qui signifie des choses différentes pour des personnes différentes. En 2026, Scott Baio a 65 ans. Il a commencé comme un gamin de Brooklyn qui s'est présenté avec une veste en cuir et a fait tomber légèrement amoureux les adolescents américains. Les années qui ont suivi ont été compliquées d'une façon que le plateau de Happy Days n'avait jamais anticipé. Mais la veste en cuir n'a jamais vraiment été l'essentiel. Le gamin en dessous a toujours été plus intéressant et plus contradictoire que la mythologie ne le laissait entendre. Numéro 8, Don Most et Anson Williams, les deux inséparables. Une brève note sur quelque chose qu'on ne dit pas assez clairement. Dans une industrie qui traite souvent l'amitié comme un outil de marketing et la loyauté comme une tactique de négociation, Don Most et Anson Williams ont passé 50 ans à se montrer genuinement, visiblement et publiquement dévoués l'un à l'autre. Ils se sont rencontrés quand Williams a obtenu le rôle pour lequel Most avait auditionné. Ça aurait pu être gênant. Ça est devenu le fondement de quelque chose de rare. Most était le témoin de Williams à son mariage en 2023, 50 ans après qu'ils avaient enfoulé ensemble pour la première fois un plateau à Milwaukee. Fin 2025, ils ont voyagé ensemble à Salt Lake City pour la FanX, apparaissant aux côtés de Henry Winkler. En novembre 2025, ils sont apparus ensemble à la Fan Expo de San Francisco avec Winkler, 50 ans après que quiconque aurait pu s'attendre à les voir encore dans la même salle. Certaines amitiés survivent à tout. Certaines commencent dans une loge au début des années 1970, deux jeunes hommes brièvement en compétition pour le même rôle, et continuent simplement. Celle-ci a continué. Numéro 9, Ron Howard dans le rôle de Richie Cunningham. Il était la vedette. Au fond, il n'a jamais vraiment été acteur, et il l'a toujours su. Et c'est précisément pourquoi l'histoire se termine comme elle se termine. Ronald William Howard est né le 1er mars 1954 à Duncan, Oklahoma, dans une famille du spectacle. Sa mère Jean était actrice. Son père Rance était acteur et réalisateur. Ron Howard a fait sa première apparition au cinéma à 18 mois. Il a fait ses débuts sur scène à l'âge de 2 ans. Ce n'était pas un enfant qui est tombé dans le métier par hasard. Il y est né, et il est né avec ce genre de chaleur facile et instinctive qui fait croire au public ce qu'il voit sans savoir exactement pourquoi. À 6 ans, il jouait déjà Hoppy Taylor dans La Loi du shérif, l'un des personnages d'enfants les plus aimés de l'histoire de la télévision américaine. Il a joué Hoppy pendant 8 ans. Quand la série s'est terminée en 1968, il avait 14 ans et avait déjà passé plus de la moitié de sa vie devant les caméras. Happy Days l'a trouvé en 1973, grâce à American Graffiti, le film qui a lancé George Lucas, se déroulant dans la même Amérique nostalgique du début des années 1960. Happy Days allait bientôt habiter. Howard a joué dans American Graffiti et est allé directement au rôle de Richie Cunningham dans le pilote d'Happy Days la même année. Il avait 20 ans quand la série a démarré en janvier 1974.
Il a joué Richie pendant 7 saisons, le cœur battant de la série dans ses années les plus essentielles. Mais il avait passé un accord avec la chaîne dès le début. En échange d'une apparition dans l'un des films à petit budget de Roger Corman, Corman l'aiderait à produire et réaliser le sien. Et ainsi, même pendant que Richie Cunningham charmait Milwaukee, Ron Howard étudiait les productions de Corman les week-ends, apprenant la grammaire du cinéma auprès de l'un des réalisateurs les plus prolifiques d'Hollywood. Il a quitté Happy Days à la fin de la saison 7 en 1980, à 26 ans. Il est revenu pour des apparitions dans la dernière saison. À ce stade, il avait déjà réalisé son premier long-métrage commercial, et la trajectoire était claire pour quiconque faisait attention. Ce qui a suivi a été l'une des carrières de réalisation les plus soutenues et les plus prestigieuses de l'histoire d'Hollywood. Couvre-feu, 1982, Splash, 1984, Cocoon, 1985, Willow, 1988, Parenthood, 1989, Backdraft, 1991, Apollo 13, 1995, Un homme d'exception, 2001, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, Cinderella Man, 2005, Da Vinci Code, 2006, Frost/Nixon, 2008, Rush, 2013, Solo, A Star Wars Story, 2018. En 1986, il a cofondé Imagine Entertainment avec le producteur Brian Grazer, qui est devenu l'un des studios les plus régulièrement productifs d'Hollywood. Howard a épousé son amie d'enfance, Cheryl Alley, en 1975, alors qu'il apparaissait encore dans Happy Days. Ils ont 4 enfants, Bryce Dallas Howard, les jumelles Paige et Jocelyn, et leur fils Reed. Bryce Dallas Howard a construit sa propre carrière substantielle d'actrice et réalisatrice. En février 2025, Howard a révélé qu'il avait récemment découvert qu'il était cousin éloigné de son partenaire de la loi du shérif, Don Knotts, un fait qu'aucun des deux n'avait jamais connu du vivant de Knotts. En 2025, il a participé à un panel de réunion de Happy Days, aux côtés de Henry Winkler, Anson Williams et Don Most, décrit par Winkler comme la première fois en 50 ans que les 4 apparaissaient publiquement ensemble. Howard a dit que ça lui avait semblé être 50 minutes. En 2026, Ron Howard a 72 ans. Il est l'un des réalisateurs les plus primés de sa génération. Il a commencé comme Hoppy Taylor. Il est devenu Richie Cunningham. Et puis il est allé derrière la caméra et a fait ce qu'il avait prévu depuis avant que l'un d'entre nous ne regarde. Il a fait de la série dans laquelle il a grandi le moteur qui l'a emmené ailleurs. C'est ça, en fin de compte, à quoi sert un commencement. Numéro 10, Henry Winkler dans le rôle de Fonzie. Il y a une statue de lui sur le quai piétonnier de Milwaukee. Sa veste en cuir est conservée au Musée national d'histoire américaine du Smithsonian. Son nom, ou plutôt le nom du personnage qu'il a joué, est entré dans la langue anglaise comme un verbe signifiant le moment où quelque chose de grand commence à décliner. Et rien de tout cela ne capture vraiment ce qu'est Henry Winkler, ni ce qu'il lui a réellement coûté d'être ce que l'Amérique avait besoin qu'il soit. Henry Franklin Winkler est né le 30 octobre 1945 à Manhattan, New York, de Harry Irving et Ilse Winkler, des parents juifs qui avaient émigré de Berlin en Allemagne en 1939, juste avant que l'histoire ne bascule. Son père dirigeait une entreprise de bois. Henry a grandi dans l'Upper West Side de Manhattan, fréquentant l'école PS 87 puis la McBurney School, où il était régulièrement réprimandé pour ses mauvais résultats scolaires. Les professeurs disaient à ses parents qu'il ne faisait pas assez d'efforts, qu'il n'était pas suffisamment attentif, qu'il ne s'appliquait pas. En réalité, il souffrait d'une dyslexie sévère, même si le diagnostic ne viendrait que des décennies plus tard. Il a étudié le théâtre à l'Emerson College puis à la Yale School of Drama, l'un des programmes de formation d'acteurs les plus exigeants du pays. Il a passé du temps avec le Yale Repertory Theatre, a fait du travail en tournée, est apparu dans 2 films indépendants et a finalement rejoint Los Angeles en septembre 1973. Dans les semaines qui ont suivi son arrivée, il a auditionné pour une nouvelle série intitulée Happy Days. Gary Marshall cherchait quelqu'un de grand, blond et d'aspect italien. Ce qui est entré dans la salle d'audition était un homme compact, aux cheveux sombres, diplômé de Yale, mesurant 1,68 m, qui a jeté son script en l'air à la fin de sa lecture,
et a quitté la pièce. Le personnage avait 6 répliques dans le pilote. Marshall a choisi Winkler le jour de son anniversaire. Arthur Fonzie. Fonzarelli était initialement conçu comme un personnage secondaire, un loupard en contrepoint au tout-américain Richie Cunningham. La chaîne ne voulait pas qu'il porte du cuir, craignant que cela n'évoque la criminalité. Tout au long de la saison 1, Winkler a porté des blousons coupe-vent, sauf dans les scènes impliquant la moto. Progressivement, le compromis a évolué. Le cuir est revenu. Et à la fin de la 2e saison de la série, les retours des apparitions publiques étaient sans équivoque. Partout où Fonzie allait, 20 000 personnes arrivaient en criant. Les scénaristes ont réécrit le centre de gravité de la série. Fonzie est passé des marges de l'histoire des Cunningham à son cœur. ABC a brièvement envisagé de renommer la série « Les jours heureux de Fonzie ». Ron Howard a écrit sans détour qu'il se sentait marginalisé dans sa propre série à cette époque. Ce genre de succès a un poids. Winkler a été nommé aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur acteur principal 3 années consécutives, 1976, 1977, 1978. Et il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique en 1977 et 1978. Fonzie était partout, sur les boîtes à lunch, sur les affiches, sur les chaussettes, sur les couvertures de magazines dans des pays qui ne partageaient pas la langue de la série. Et puis ça s'est terminé. Et puis le silence est venu. Après la conclusion de Happy Days en 1984, Winkler s'est trouvé enfermé dans un type de rôle de la façon la plus complète possible. Non pas par genre, non par type de personnage, mais par un seul geste, les 2 pouces levés, et un seul mot. Aïe! Des rôles pour lesquels il était pressenti allaient à d'autres acteurs parce que les chaînes craignaient que Fonzie soit tout ce que le public pouvait voir. Il s'est tourné vers la production et la réalisation. Il a été directement impliqué dans le développement de la série originale MacGyver et a réalisé les films Memories of Me, 1988, et Cop and a Half, 1993. Le travail a continué, mais le centre créatif avait changé. La réhabilitation, quand elle est venue, a été lente puis soudainement totale. Un rôle récurrent comme Barry Zuckerkorn dans Arrested Development à partir de 2003. Un rôle dans Parks and Recreation. Et puis, en 2018, celui qui a tout changé. Gene Cousineau, le terrifiant, auto-illusionné et catastrophiquement insécure professeur de théâtre au cœur de la série HBO Barry. Scénarisé et réalisé par Bill Hader. Winkler a remporté l'Emmy Award du meilleur acteur de soutien dans une série comique pour ce rôle en 2018. Dans son discours d'acceptation, il a cité le conseil d'un ami. « Si vous restez assez longtemps à la table, les jetons finissent par en parvenir à vous. » Il a fait une pause puis a ajouté « Ce soir, j'ai pu faire main basse sur la mise. » Barry a duré 4 saisons, jusqu'en 2023, et la performance de Winkler a été régulièrement citée comme l'une de ses plus grandes réussites. Il a été intronisé au temple de la renommée de la télévision en 2025. En 2023, Winkler a publié ses mémoires, Being Henry, The Fonz and Beyond, qui sont devenus un best-seller instantané du New York Times. Le livre a documenté, avec une honnêteté désarmante, la vérité décourageante de son enfance, les décennies de dyslexie non diagnostiquée, la façon dont Fonzie l'a à la fois construit et failli le défaire, et le long chemin du retour à lui-même. Il est depuis devenu un défenseur passionné et public des personnes dyslexiques, coécrivant une série de livres pour enfants mettant en scène un protagoniste nommé Hank Zipzer, un garçon imperturbable qui présente des troubles d'apprentissage. En 1980, il a fait don d'une des vestes en cuir de Fonzie au Musée national d'histoire américaine du Smithsonian. En 2008, une statue en bronze de Fonzie a été dévoilée le long du quai piétonnier de Milwaukee, et elle s'y dresse encore, pouce levé, permanente, regardant l'eau. En 2026, Henry Winkler a 80 ans. Il n'était pas censé être Fonzie. Il était censé être un grand Italien blond. Ce qu'il était, en revanche, c'était un homme à qui on avait dit toute son enfance qu'il n'était pas assez bien, qui est allé à Yale et a prouvé quelque chose, qui est entré dans une pièce et a jeté un script en l'air et créé l'une des figures les plus reconnaissables de l'histoire culturelle américaine.
et a ensuite passé les 40 années suivantes à découvrir qui il était quand la veste était enlevée. Il est, selon la plupart des témoignages, exactement ce qu'il semble être. L'homme qui a survécu à être une icône et en est sorti de l'autre côté, toujours à la table, ramassant toujours ses jetons, faisant toujours main basse, pouce levé, comme il en a toujours été ainsi. Numéro 11. Erin Moran, dans le rôle de Joanie Cunningham. Elle avait 13 ans quand elle a mis le pied pour la première fois sur le plateau de Happy Days. Erin. Mary Moran est née le 18 octobre 1960 à Burbank, Californie, la deuxième plus jeune de 6 enfants. Sa mère l'a inscrite auprès d'un agent de talent quand elle avait 5 ans. Son premier travail professionnel était une publicité télévisée. À 6 ans, elle avait un rôle récurrent dans Daktari, le drame africain sur la faune sauvage diffusé de 1966 à 1969. À 13 ans, elle était Joanie Cunningham. Pensez à cette trajectoire. Une actrice enfant, avant d'avoir l'âge d'avoir une enfance conventionnelle en quelque sens que ce soit, portant déjà une vie professionnelle, déjà façonnée par les pressions et les attentes que génère le fait d'être vue. Happy Days l'a choisie pour le rôle de la petite sœur de Richie. Déterminée, vive, drôle, de plus en plus centrale à mesure que la série évoluait. Elle est apparue dans 239 épisodes. Elle a regardé la série se transformer autour d'elle. Elle a regardé Ron Howard partir. Elle a regardé le focus des scénaristes se déplacer vers Fonzie dans les années du milieu et vers une nouvelle génération de personnages, dont elle-même dans les dernières. Elle était là au début et elle était là à la fin. En 1982, elle a été associée à Scott Baio dans le spin-off Joanie Mchachi. Ce n'était pas un partenariat qu'elle avait choisi volontairement. Elle a déclaré plus tard, sans détour, qu'elle aurait préféré rester dans Happy Days. Que le spin-off était, dans une certaine mesure, une décision prise autour d'elle plutôt qu'avec elle. La série a duré 17 épisodes avant d'être annulée en 1983. Elle et Baio sont revenus dans Happy Days pour sa dernière saison, leurs personnages finissant par se marier dans le final de la série. Ce qui a suivi était silencieux, douloureusement silencieux. Moran a quitté Los Angeles pour les montagnes de Californie après la fin de Happy Days. Elle a déclaré en 1988 qu'elle souffrait de dépression et qu'elle n'arrivait pas à décrocher des rôles. Des apparitions ponctuelles ont émergé au fil des années, La croisière s'amuse, Arabesque, Diagnostic, Meurtre, quelques petits rôles. En 2008, elle a participé à l'émission de télé-réalité Celebrity Fit Club sur VH1. En 2010, sa maison en Californie a été saisie. Des informations ont commencé à circuler selon lesquelles elle et son mari Steven Fleischman vivaient dans un mobile home en Indiana avec sa mère. En 2011, elle a été l'une des membres du casting qui ont rejoint Marion Ross, Anson Williams, Don Most et la succession de Tom Bosley dans une action en justice contre CBS et Paramount, affirmant qu'on leur avait refusé les redevances de merchandising dues en vertu de leur contrat, des redevances générées par la même marque Happy Days qui avait défini et consumé leurs identités professionnelles. L'affaire a été réglée en 2012. Chaque plaignant a reçu 65 000 $. Ce qui est significatif dans ce règlement n'est pas l'argent. C'est l'écart entre ce que la série a généré et ce que les gens qui l'ont fait ont reçu. La machine qui produisait le merchandising, les boîtes à lunch, les affiches de Fonzie, les dessins animés du samedi matin, l'omniprésence culturelle, était gigantesque. L'infrastructure humaine qui faisait fonctionner la machine a été compensée en conséquence, puis largement oubliée. Moran n'a pas été oubliée en tant que personne par ceux qui l'aimaient. Henry Winkler a parlé d'elle avec une affection ouverte dans les années précédant sa mort. Anson Williams l'a appelée une personne qui faisait se sentir mieux tous ceux qui l'entouraient. Ce n'étaient pas des déclarations de relations publiques. C'étaient les témoignages de personnes qui l'avaient connue adolescente, qui avaient grandi à ses côtés sur un plateau, qui comprenaient ce que les années entre cette époque et la fin avaient contenu. Le 22 avril 2017, les services d'urgence du comté de Harrison, Indiana, ont reçu un appel au 911 signalant une femme sans réaction. Erin Moran a été déclarée morte sur place. Elle avait 56 ans. Une autopsie a confirmé que la cause du décès était des complications d'un carcinome épidermoïde de la gorge au stade 4. Des tests toxicologiques ont confirmé qu'aucune substance illicite n'était impliquée.
Henry Winkler a écrit sur les réseaux sociaux « Oh, Erin, tu auras enfin la paix que tu voulais si désespérément ici sur Terre. Repose-toi y sereinement maintenant, trop tôt. » Ron Howard a écrit « Je choisirai toujours de me souvenir de toi dans notre série en améliorant les scènes, en obtenant des rires et en illuminant les écrans de télévision. » Elle avait voulu rester dans Happy Days. Elle avait voulu, plus que tout, continuer à faire le travail qui lui semblait être un foyer. Elle avait été déplacée par des forces plus grandes qu'elle, avait émergé dans l'âge adulte avec moins d'outils que le rôle semblait promettre, et avait navigué dans l'écart entre qui elle avait été à l'écran et qui elle était autorisée à être en dehors avec une lutte qui était réelle, visible et, en fin de compte, privée. Erin Moran n'était pas un avertissement. Elle était une personne. Elle était la petite sœur drôle et vive qui pouvait tenir sa place dans n'importe quelle scène et le faisait depuis avant de savoir conduire. Elle était Joanie Cunningham. Et elle était aussi, toujours, la fille qui faisait cela depuis qu'elle avait 5 ans et n'avait jamais vraiment eu l'occasion de découvrir ce qu'elle aurait pu être d'autre. Elle avait 56 ans. Elle avait été dans le métier pendant 51 d'entre eux. C'était la plus rapide, la plus vive, a dit Marion Ross d'elle. Merveilleuse. Ce n'était pas une oraison funèbre, c'était un souvenir. Et il y a une différence. Dans une série construite sur l'idée d'une Amérique innocente qui n'a peut-être jamais vraiment existé, une fantaisie de chaleur, de stabilité et d'appartenance, Erin Moran était celle qui en avait le plus besoin, et celle pour qui elle a été le moins soutenue. Elle a fait sentir à des centaines de milliers de personnes qu'elle regardait une famille. Elle méritait d'en avoir une meilleure elle-même. Repose en paix, Erin. Si cette histoire vous a touché, si les visages de ces chapitres sont ceux que vous regardiez en grandissant, si la musique résonne encore dans votre mémoire quand vous pensez à l'Arnold's, aux vestes en cuir et à cette teinte particulière de la lumière du soir américaine, alors abonnez-vous. Si cette vidéo vous a ramené à ces moments devant la télé à attendre le prochain épisode, laissez votre commentaire en nous disant quel était votre personnage préféré et pourquoi.